Une production des studios Bass. Ce hors-série est une présentation de NextDrive, un réseau d'ateliers pour une nouvelle génération de véhicules. Confiez l'entretien et la réparation de votre VE à des techniciens certifiés et propulsés par NAPA. Hors série. Alors aujourd'hui, tel que prévu, on va avoir une petite discussion avec notre ami Daniel Breton pour parler de toute la saga. Je pense qu'on peut l'appeler saga maintenant, Nordvolt. Bonjour Daniel. Bonjour Martin. Daniel, si on lit les journaux, si on écoute la télévision, la radio, moi j'ai l'impression que le gouvernement du Québec vient de perdre des milliards de dollars, que Nordvolt va fermer. Je pense qu'il y a des nuances un petit peu à faire dans toute cette histoire-là. Qu'en penses-tu? Écoute, j'aurais pu faire, je pense, une couple de chapitres sur Nordvolt dans mon livre sur les 50 mythes et demi-vérités, parce que quand on lit ce qui est écrit dans les médias par rapport au dossier Nordvolt, j'ai donné une entrevue il y a quelques jours à un animateur que je connais bien, Benoît Dutrisac, puis je lui disais, tu sais, moi, ça fait 57 ans que je joue au hockey. Ça fait pas de moi un professionnel du hockey. Ça fait pas de moi un coach de hockey. Ça fait juste de moi un amateur qui aime le hockey. Puis j'ai dit, moi, là, il n'y a pas personne qui m'appelle à la radio, à la télé, dans les journaux pour commenter le Canadien de Montréal. Parce que les gens savent que je connais pas ça. Fait que des fois, j'ai l'impression que tout à coup, il y a un paquet de monde qui sont devenus des experts de l'électrification des transports, des usines de batteries, des technologies. Parce que là, c'est le festival des gérants d'estrade dans les médias sur le dossier Nordvolt. Tout à fait. Puis moi, je suis toujours surpris de voir parfois des chroniqueurs automobiles qui se prononcent sur ce sujet-là, qui est très loin de l'automobile en tant que tel. Là, on comprend que c'est des batteries qui pourraient être destinées à des véhicules, mais maîtriser ou bien connaître le dossier des automobiles sur le marché, puis l'industrie d'une émergente comme celle des batteries, puis se commettre sur l'avenir financier d'une méga entreprise comme Nordvolt, je trouve qu'il y a des limites. Première des choses, Daniel... On pourrait dire la même chose avec des chroniqueurs politiques. Ah, tout à fait. Des commentateurs d'actualité qui commentent un dossier sur lequel ils ne connaissent rien. Mais ça, écoute, c'est la nature de la bête. Hein. Les médias, quand ils voient qu'il y a un os à gruger, ils vont le faire. Puis, il pourrait arriver, je sais pas moi, que dans 2 semaines, tout à coup, il y a une catastrophe qui arrive quelque part au Québec. Et là, on parle plus de Nordvolt parce que ça va être la nouvelle saveur du jour. Tout à fait. Daniel, puis évidemment, tu as bien dit tantôt, tu commentes pas le sport parce que tu n'es pas un expert là-dedans, tu laisses ça aux experts de le faire. Je ne veux pas non plus t'amener au-delà de ton expertise, mais je pense que dans ce champ-là, tu en as quand même une qui est reconnue. À quel point ça va mal, Nordvolt? Premièrement, là, est-ce qu'on a raison de s'inquiéter ou on est trop vite pour s'inquiéter actuellement? En fait, ce qui est vraiment particulier, c'est que quand on regarde, on va aller plus large que Nordvolt. Parlons de l'industrie automobile en général. L'industrie automobile vit des bouleversements profonds qui vont bien au-delà de Nordvolt. J'ai sorti des statistiques depuis des mois, mais en particulier quelques semaines, où ce qu'on voit, c'est que les ventes de véhicules à essence sont en recul important. En 2017 et 2023, on parle d'un recul de 32% des ventes de véhicules à essence au Canada. Au Québec, j'ai sorti ça aujourd'hui, 40% de recul des ventes de véhicules à essence au Québec en 2017 et 2024. Donc, pour plusieurs constructeurs automobiles qui ont de la misère à faire en sorte que la vente de véhicules électriques soit rentable, pour eux, c'est difficile. Parce qu'ils disent, on veut faire la transition vers les véhicules électriques, mais on a de la misère à la faire rapidement parce qu'on perd de l'argent avec les véhicules qu'on vend à court terme. Fait que quand les gens voient qu'il y a des constructeurs qui reculent sur la fabrication des véhicules électriques, c'est pas tant qu'ils se vendent pas, c'est qu'ils sont pas payants pour eux. Fait que c'est une nuance importante.
parce qu'il y a des constructeurs comme Tesla et d'autres qui font de l'argent avec le véhicule électrique, eux autres, ils n'ont pas de problème à en sortir. Fait que ça, c'est une transition d'un point de vue économique qui est difficile. Fait que quand les gens disent parce que les véhicules se vendent pas, écoute, on a déjà dépassé nos objectifs au Québec. On a dépassé, puis on va dépasser, selon S&P Global, les objectifs de vente de véhicules électriques au Canada de 50% pour 2026. Donc, les ventes de véhicules électriques vont mieux que ce que les gens croient. En Chine, on a déjà dépassé 50% de ventes de véhicules électriques. Mais là, comme tu sais, il y a eu une discussion, une consultation à laquelle Mobilité électrique Canada a participé sur les tarifs sur l'importation de véhicules électriques fabriqués en Chine. Et là, ben, le résultat, c'est que le Canada s'est aligné complètement sur les États-Unis avec l'entrée en vigueur de tarifs de 100% à l'achat de voitures électriques qui viennent de Chine. On parle donc de certains modèles Polestar, Volvo, Tesla, à partir du 1er octobre. Le gouvernement américain, lui, a dit, nous, notre tarif, c'est à partir du 27 septembre. Le 27 septembre, c'est quand, ça? Le 27. On est en train d'enregistrer l'émission actuellement, Daniel. Il est 15h16 le 27 septembre. Bingo. Donc, le gouvernement américain a mis en place, à partir du 27 septembre, des tarifs de 100% sur l'importation de véhicules électriques fabriqués en Chine et sur l'importation de batteries de véhicules électriques fabriqués en Chine. On parle d'une surtaxe de 25%. Le gouvernement canadien a annoncé qu'il faisait une consultation sur justement les batteries, les composantes et les minéraux critiques qui viennent de Chine. Puis l'euphémisme qu'ils utilisent, c'est avec les pays avec lesquels le Canada n'a pas d'accord de libre-échange. Donc, c'est l'euphémisme pour ne pas dire la Chine. Oui, c'est ça. Mais bref, ce que ça veut dire, c'est que on va se retrouver rapidement avec une surtaxe sur les batteries chinoises de 25%, sur les minéraux critiques de 25%. Une fois qu'on sait ça, ce que ça veut dire, c'est que ça représente une occasion extrêmement intéressante pour Nordvolt de dire, ben écoutez, si vous voulez pas, fabricant de voitures, fabricant de camions, fabricant d'autobus, devoir payer la surtaxe, venez vous approvisionner chez nous. Fait que moi, je pense que les gens n'ont pas vu cette perspective, qui pourtant est un élément extrêmement important dans la discussion. Moi, je parle avec les gens de Nordvolt, j'ai des informations que je ne peux pas partager, mais mon niveau d'inquiétude n'est pas du tout celui qu'on voit dans les médias. Donc, Daniel, si je résume bien le fond de ta pensée, c'est ce que tu dis, ben, on va avoir besoin de plus en plus de batteries pour les véhicules électriques. Il va en avoir de plus en plus, ça n'arrêtera pas. Si pas qu'on peut plus, mais si on les importe de la Chine, ce qui est le gros du volume actuellement des batteries viennent de ces coins-là, hein, oui. Et qui vont coûter bientôt, par exemple, 25% plus cher. Ben, quelle belle occasion d'affaires pour une entreprise qui fabriquerait des batteries localement ici, de vendre ses batteries, de ne pas avoir cette surcharge-là. Et j'ajoute au passage, Daniel, que les batteries qui vont sortir de Nordvolt n'auront pas juste 25% moins cher, vont également avoir une empreinte écologique qui est nettement supérieure à celle qu'on importe de la Chine. Donc, pour une entreprise qui veut fabriquer des véhicules verts, qui va utiliser des batteries d'aussi grande qualité que celle de Nordvolt, ça va être un autre plus. Ouais, en fait, je pense que tu voulais pas dire ça. Parce que tu dis qu'il va y avoir une empreinte écologique nettement supérieure, c'est plutôt nettement inférieure. Oui, une meilleure, mais ce qui va être supérieur, c'est la qualité de l'empreinte et ne pas l'empreinte elle-même. Tu as tout à fait raison. Ouais. Fait que, oui, tu as raison. Parce que vois-tu, quand on regarde les batteries faites en Chine, dépendant des modèles de batteries, dépendant des technologies, des chimies de batterie, ça varie en général entre 78 et 110 kilos de CO2 par kilowattheure. Alors que Nordvolt, ils commencent à 50, ils vont descendre rapidement à 30, puis ils s'alignent pour être à 10 d'ici à peu près 7 ou 8 ans. Donc, ça veut dire qu'on va avoir une diminution d'empreinte écologique par kilowattheure de à peu près 50 à 90%. Et ça, Daniel, je rappelle pour les gens qui nous écoutent que quand on parle de l'empreinte écologique d'une voiture électrique versus une voiture à essence, essentiellement, dans le cas de la voiture électrique, ce qu'on regarde, c'est l'empreinte écologique qui a été faite au moment de sa fabrication. Si on réduit cette empreinte-là, l'écart entre une voiture à essence et une voiture électrique va devenir colossal en termes de différence d'empreinte. Oui, mais en fait, il est déjà important, mais il va ne faire que s'accroître et c'est déjà parti. Mais une chose que je veux dire, c'est que je comprends que les gens
il y a beaucoup de cynisme, il y a beaucoup de désillusion, il y a beaucoup de remise en question du dossier Nordvolt, mais de l'électrification des transports en général. On va se dire, le gouvernement du Québec a fait une erreur importante lorsqu'il a décidé de ne pas faire de BAP sur le projet Nordvolt parce que ça n'a que suscité la méfiance. Et donc, on était parti d'un projet extrêmement intéressant. Et cette méfiance-là ne fait que s'accroître au fur et à mesure des annonces. Parce que quand on parle de l'annonce qui a été faite il y a quelques jours par Nordvolt sur le fait qu'ils mettaient à pied 1600 personnes en Suède, ils n'ont pas dit on ferme le Québec, on ne va pas au Québec, on met des gens à pied au Québec, parce que Nordvolt au Québec va être un joueur stratégique important pour la compagnie Nordvolt en général à cause du fait qu'elle est en Amérique du Nord. Et c'est pour ça que moi, je soutiens ce projet-là. Je travaille et je parle avec les gens de Nordvolt. J'essaie de faire en sorte qu'on fasse atterrir ça de la meilleure manière possible à la hauteur de mes moyens avec d'autres alliés, des scientifiques, des gens d'affaires. Mais ce serait une perte historique s'il fallait que toute cette fronde contre Nordvolt, tu sais, qu'il y a des gens qui disent on ne veut plus leur allouer un bloc d'énergie, tout ça. C'est le genre d'affaires avec lesquelles on se mordrait les doigts pendant des générations. Ah, tout à fait. Et je te dirais que probablement, quand on regarde ce dossier-là, ce qui est le plus inquiétant avec un peu de recul, je dirais, c'est non pas le réalignement de l'entreprise qui est rattaché aussi à une conjoncture mondiale, pas une situation mondiale et internationale qui joue pour elle comme pour toutes les autres, soit dit en passant. Mais je dirais que la façon dont ça a été géré du point de vue politique, communication, relations publiques, c'est peut-être là qui a été le point le plus inquiétant de ce dossier-là en ce qui me concerne. On a manqué une belle occasion d'embarquer la population en leur donnant l'information adéquate et leur permettant de poser les bonnes questions au bon moment. On a démarré le projet avec un arrière-goût de « on a quelque chose à cacher » et ça, c'est jamais bon, surtout pas sur des projets de cette ampleur-là. Exactement. 100% d'accord avec toi et c'est pour ça que, tu sais, moi, je parle avec des élus au Québec, puis je parle avec des gens des médias. Puis je leur dis, si on peut se calmer un peu, là, on va travailler avec eux pour que ce projet-là se fasse de bonne manière. On va les aider autant que faire se peut, parce que c'est un bon projet. C'est un projet extrêmement intéressant. Quand on regarde ça dans une perspective nord-américaine, une perspective mondiale, perspective économique, environnementale, on a tout avantage à ce que cette compagnie-là puisse prospérer au Québec, créer des emplois et aussi créer une expertise en électrification des transports dans le domaine des cellules de batterie. Tout à fait. Et si on est l'entreprise en question, on a tout intérêt à conserver cette usine-là en Amérique du Nord pour les raisons qu'on a évoquées précédemment. Donc, si on a des rationalisations à faire ou des projets coupés, c'est probablement pas le premier projet qui va passer au coup près. C'est ce qui nous amène à croire, sans être dans le secret des dieux, ce qui nous amène à croire qu'il faut modérer peut-être un peu nos ardeurs dans les inquiétudes qui sont beaucoup, beaucoup nourries par le cynisme et les titres accrocheurs qui sont diffusés dans les médias depuis quelques jours, voire quelques semaines. Oui. Donc, Daniel, je te remercie beaucoup pour ton éclairage que tu nous donnes sur ce dossier-là. J'en profite aussi pour dire aux auditeurs, ils l'ont su parce qu'on en a parlé, mais si vous voulez en savoir un peu plus sur les différents mythes qui tournent autour des véhicules électriques, tu as lancé dernièrement ton livre qui s'appelle « 50 mythes et demi-vérités sur les véhicules électriques ». C'est disponible dans toutes les librairies, Daniel? Oui, puis en fait, je pense qu'on va être obligé de faire une réédition là, parce que les livres sont déjà tout écoulés. Donc, là, j'ai parlé avec l'éditeur plus tôt aujourd'hui, puis là, il faut qu'il en fasse une imprimée. C'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y a de l'intérêt. Puis, écoute, je commence à penser à l'appeler le top 50 des mythes, parce qu'il y en a plus que 50 à ce stade-ci. Oui, on va en ajouter. Si on élargit un peu le débat, comme on vient de faire aujourd'hui, on peut en rajouter certainement quelques-uns. Je te quitterai, Daniel, avec... c'est rare qu'on fait ça silence au rôle, mais avec une petite blague. Il y a quelqu'un qui me disait... Je suis allé me procurer, il y avait un livre qui s'appelait « Comment régler 50% de ses problèmes ». Je suis pas fou, je n'ai acheté 2. Oui, c'est ça. Daniel Breton, PDG de Mobilité électrique Canada, merci beaucoup pour ta présence avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir.
épisode hors série.